Imaginez une seconde un pitre. Je n'ai malheureusement pas assez recueilli, emmagasiné de récits. J'étais peut-être Il a dit quoi? Jette-toi dans le canal. Non mais il parlait... Est-ce qu'il m'a reconnu, vous pensez? Ah vraiment? Il m'a appelé par mon nom? Il vous a insulté. Mais il a dit quoi? Il a dit sionisme, non? Sionisme, non? Sionisme, non? Sionisme, non? Alors le sionisme est un courant de pensée plus politique que religieux qui œuvre pour la reconnaissance du peuple juif et la création d'un État juif. En plus parler de l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose ou pas? Il y a un amalgame. Il y a beaucoup de confusion. Je suis un antisémite. Il y a beaucoup de confusion. À la tête de beaucoup de jeunes, il y a une confusion. Alors je commence toujours par dire, c'est quoi un juif? C'est quoi un israélien? Et c'est quoi un sioniste? Et donc là, je vois dans les regards, tiens, c'est pas la même chose? Il y a une différence? Ben oui, il y a une différence. Et c'est très important, justement, de comprendre ce qui se passe, de comprendre qu'il y a des juifs qui ne sont pas israéliens, qui sont anti-sionistes, il y a des sionistes qui ne sont pas juifs, et donc on doit vraiment bien clarifier les définitions et surtout les faits historiques pour comprendre de quoi on parle. Laissez-le partir, on se calme tout ça. On se calme, on se calme. Casse-toi! Casse-toi! Ah bon? Mais on est la plus petite. Casse-toi! Mais taisez-vous! Pauvre conne! Pauvre conne! Les dirigeants, les sionistes disent, voilà, Dieu nous avait donné cette terre, on a été chassés par les Romains en 70 après Jésus-Christ, on fait simplement que rentrer à la maison, donc on a le droit de chasser les Palestiniens. C'est une théorie ahurissante. Si vous appliquez ça dans le monde entier, où tous les pays ont été occupés, puis il y a eu des invasions, des gens qui ont été chassés, ça s'est mélangé, si vous appliquez cette théorie, le monde va être à feu à sang pendant 1000 ans, parce que chacun va dire hey, « je reviens ici et bouge-toi ». C'est une théorie franchement idiote. Bon, t'as le mauvais sioniste, il veut un peuple juif et un pays. Ouais, Voilà. Un pays. Le bon sioniste, il veut un peuple juif. Bon, et un pays aussi, mais c'est un bon sioniste. Hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà. Mais on doit quand même voir aussi la mauvaise foi des dirigeants sionistes qui diffusent cette théorie, Dieu nous a donné cette terre, on a été chassés. En fait, ils savent très bien que ça ne tient pas debout eux-mêmes, ils n'y croient pas. Une milice juive traditionnaliste s'organise et reprend le contrôle de Jérusalem en moins 164. Le temple est rétabli et le royaume de Judée devient indépendant. Un siècle plus tard, la région est conquise par l'armée romaine. Les Judéens tenteront 2 révoltes qui seront violemment matées. La première en 66 provoque le siège de Jérusalem puis la destruction de son temple. Seul un mur de l'enceinte résiste, il deviendra le mur des lamentations. Alors qu'en Europe, ils sont tolérés en tant que peuple témoin des temps antérieurs à Jésus-Christ, mais aussi en tant qu'uniques commerçants entre les catholiques et les musulmans, ce qui permet aux Juifs de s'implanter progressivement dans toute l'Europe occidentale. Alors, il y a une chose qu'on doit remarquer, c'est que 2000 ans, c'est relativement court.
Donc, si on parle d'un peuple juif, il devrait avoir des caractéristiques communes, il devrait avoir un type commun, il devrait y avoir au moins des ressemblances, pas seulement la religion, pas seulement la langue pour certains, mais aussi des traits physiques un peu reconnaissables. Or, on voit qu'il n'y a absolument rien de commun entre un juif berbère, un juif ashkénaze, un juif espagnol, un juif d'Afrique. Et donc, l'idée qu'Hitler avait, et les nazis, qui avaient un type juif bien reconnaissable, c'est complètement idiot. Et l'idée de certains savants israéliens qui prétendent prouver qu'il y a un gène juif, elle est aussi idiote de la même façon. Donc, on doit vraiment s'écarter de tous ces mythes et voir qui a intérêt à diffuser ces mythes. Qui a intérêt à diffuser ces mythes. Les Juifs émigrent alors vers les USA et l'Europe occidentale, où leur condition s'est améliorée. C'est dans ce contexte qu'est organisé à Bâle, en 1897, le premier congrès sioniste qui envisage de fonder une patrie pour le peuple juif en Palestine. Mais l'Empire ottoman s'oppose farouchement au projet. Quelques années plus tard, commence la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman combat aux côtés de l'Allemagne. En face, les Alliés sont en difficulté et cherchent de nouveaux soutiens. Le ministre des Affaires étrangères britannique Arthur Balfour écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif en Palestine contre une aide financière des banques juives. En parallèle, les Britanniques poussent les Arabes à la rébellion contre l'Empire ottoman en leur promettant l'indépendance sur les territoires libérés. À la fin de la guerre, le Proche-Orient est démantelé et partagé entre les puissances européennes. La Palestine passe sous mandat britannique, c'est le début du conflit israélo-palestinien. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. En général, les inquisiteurs sont des lâches. Et c'est une théorie colonialiste, en fait. Donc, juif, israélien et sioniste, c'est pas du tout la même chose. Toda Rabba, merci. Bevakasha. Ça suffit. Leitraot. Ça suffit. Bon, si on vous gêne, on peut se retirer. Alors, Ils sont professionnellement et caractériellement excités. Ils seraient des gens, je suppose qu'en Israël, on les supporterait pas. Mais la France est très libérale. Ils ont le droit à l'insulte permanent. Dans les grands courants actuels, on distingue les post-sionistes qui veulent un État d'Israël laïque et ils veulent aussi normaliser les relations avec les Palestiniens. Mais eux aussi sont parfois vus comme des anti-sionistes par les néo-sionistes. Les néo-sionistes, eux, veulent virer tous les Arabes de Palestine. Ils veulent aussi conquérir toute la Palestine, la Cisjordanie et un peu sur les côtés. Et c'est pas juste un ou deux pèlerins, il y en a même certains d'entre eux qui font partie du gouvernement israélien. Sur ces thèmes-là, vous savez qu'on ne peut pas parler à la télévision et dans les débats. Il y a vraiment une chasse aux sorcières. Laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. On vous écoute, Alain Finkielkraut. Il y a un moment... Ça suffit. Dont les Romains les avaient chassés il y a 2000 ans et que Dieu leur avait attribué, c'est un mythe total parce que il n'y a pas eu d'exode, les Juifs n'ont pas été chassés et ce qu'on appelle les Juifs sont des convertis de différentes régions. En 1897 a lieu le congrès de Bâle qui fonde le mouvement sioniste, dirigé par Herzl. Un an plus tard, en 98,
la banque coloniale juive, celle qui lève des fonds pour financer des colonies agricoles, est fondée. En 1901, le Fonds national juif, fondé donc en 1901, la Haganah, qui est la milice, qui est la préfiguration de l'armée israélienne, est fondée en 1920, et le syndicat Histadrut, c'est un faux syndicat, en fait c'est plutôt un organisme de toute la création des infrastructures de l'État d'Israël. Il est fondé en 1920 aussi, et sa toute première campagne, c'est acheter juifs, boycotter les Arabes, et c'est un syndicat qui en fait défend le travail juif à l'exclusion des autres. Bon, si aujourd'hui en France on avait un syndicat qui défendrait le travail français en disant tous les autres il faut les priver de travail, on trouverait ça bizarre, mais là c'est la réalité historique. L'État d'Israël, il faut absolument pas chercher sa naissance dans la période 1940, 45, 48, non, c'est beaucoup plus tôt, c'est 1895, 1900, 1920. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? C'est quoi être juif? C'est quoi être juif? Bon déjà, oui, donc si on se pose la question, ou on est juif, ou on est antisémite, en fait. C'est l'entretien de la haine. Ça par contre c'est très juif comme réponse. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Et encore moins, probablement, quand on est à votre place. Oui, et puis moi je dis ce que je pense, et je ne me laisse pas impressionner par ce genre d'arguments. Et j'ai le plus grand mépris pour ceux qui les expriment. En fait, les communautés juives pratiquaient le prêt à intérêt qui était nécessaire pour le développement économique. Or, il y avait un problème, c'est que la religion chrétienne interdisait, à juste titre, je crois, le prêt à intérêt, l'usure, le fait de voler de l'argent aux gens qui en avaient fort besoin. Il y avait donc beaucoup d'abus dans ce système, et comme l'Église l'interdisait et qu'on avait besoin pour développer l'économie du prêt à intérêt, qui avait aussi des aspects positifs, à ce moment-là, les souverains en Pologne, en Russie, ont confié ça aux Juifs. Du coup, évidemment, ça a pu rendre assez impopulaire dans l'opinion. Il ne faut pas imaginer que tous les Juifs étaient des banquiers, la majorité étaient de simples travailleurs, des gens plutôt pauvres, mais c'est un phénomène qui a joué un rôle important, le phénomène du prêt à intérêt, et ce qui a pu contribuer à développer l'antisémitisme. Pourquoi ? Mais parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de mécontentement, beaucoup d'oppression. Et donc le roi de Pologne ou l'empereur de Russie, quand il y avait du mécontentement, c'était simple, il avait trouvé le bouc émissaire, c'est les Juifs. Donc on détournait la colère, c'est une tactique qu'on utilise encore aujourd'hui avec les immigrés et les réfugiés, maintenant c'est plutôt les Arabes que les Juifs et les Noirs, mais c'est la même tactique. Alors une date très importante, c'est l'affaire Dreyfus. En 1894 en France, un capitaine juif de l'armée française est accusé de trahison, c'est un complot, c'est une conspiration contre lui, et il va y avoir une très grande lutte en France entre la droite réactionnaire, raciste, qui accuse Dreyfus parce qu'il est juif, et tout un courant progressiste, populaire, plutôt de gauche, qui va finalement, au bout de 12 années, obtenir la réhabilitation et le retour de Dreyfus. Mais ça, c'est des événements importants pour comprendre le contexte de l'époque. Il faut remarquer qu'il y a eu aussi, à la fin du 19e, début 20e, des auteurs de gauche qui ont repris une analyse erronée de pointer seulement les capitalistes juifs. C'est une analyse fausse et ça excuse, ça met totalement hors responsabilité le reste des capitalistes et l'ensemble de ce système. Cette lutte, c'est aussi celle que nous menons et que nous continuerons à mener partout ensemble, contre tous ceux qui voudraient nous faire oublier ce que je viens de rappeler. Alors oui, nous ne céderons rien aux messages de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Et nous ne céderons rien à toutes celles et ceux qui, sur tous les continents, cherchent à nous faire renoncer à la liberté, cherchent à recréer les divisions, cherchent à nous faire renoncer à cette humanité, notre démocratie, notre République. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, de l'injure à l'agression, de la stigmatisation au meurtre, l'antisémitisme est le contraire de la République.
Il est le déshonneur de la France. Et nous combattons chaque jour pour une République de l'honneur et de la fraternité. Nous combattons donc chaque jour l'antisémitisme sous toutes ses formes. Jette encore un dernier regard, puisque c'est ton dernier matin. Dans ce pays de cauchemars où nous espérions notre fin, serrons-nous plus fort, mon amour, entre la chaleur de nos corps. Petit David ignore encore que la mort vient au petit jour. Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif. Adieu le camp, les baraques, les barbelés, les miradors. L'éclair et les coups de feu qui claquent, tout va finir et je t'adore. Dans cette humanité qui meurt, il se peut encore que l'on s'aime et qu'au-delà de toute haine, on puisse pleurer de bonheur. Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif. Bientôt va s'ouvrir cette porte sur l'antichambre de la mort. Si nous voulons qu'elle nous emporte, il faudra respirer bien fort. Et quand nous perdrons la lumière bleutée qui tombe du plafond, Yahvé, nous dirons la prière, chantant la gloire de ton nom. Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif. Mais il me vient une question avant que s'achève le drame, qu'un peu plus de 6 millions d'âmes posent à la civilisation. Quand on nous prenait par wagon pour nous conduire à nos bourreaux, que faisiez-vous, tas de salauds, l'amour était-il en prison? Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif. Mais voici que la porte s'ouvre, bientôt nous monterons là-haut. Plus haut que l'aile des corbeaux, plus loin que le regard découvre. Dans la grisaille des nuages, nous retournerons en poussière et nous irons au ciel d'hiver accrocher l'étoile des villages. Avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif, avec les juifs, ils font du suif. Ancien garde de la synagogue antisémite. Je ne crois pas avoir entendu parler d'un courant antisémite dans le judaïsme avant aujourd'hui. On nous dit aujourd'hui, le lobby sioniste nous dit que les racistes anti-juifs, c'est les musulmans, que c'est les arabes qui n'ont jamais accepté les juifs et que voilà, c'est impossible qu'ils s'entendent. Et donc c'est la guerre des civilisations comme on a dit à l'époque. Ça c'est faux. La première chose à voir, c'est que le racisme envers les juifs bien réel a été le fait des Européens dans une version chrétienne ou dans une version simplement xénophobe, une version sociale. L'antijudaïsme est une invention chrétienne avec des hauts et des bas. Qu'en a-t-il été dans le monde musulman? Aujourd'hui, les sionistes prétendent que l'antisémitisme est venu du monde arabe, mais puisqu'ils sont maintenant amis avec les pires antisémites européens, ça c'est quelque chose dont j'ai parlé à propos de l'Ukraine, notamment ils se sont alliés aux nazis pour renverser le gouvernement ukrainien en 2014. Je continue avec Pierre Stamboul. Puisqu'ils sont maintenant amis avec les pires antisémites européens, les sionistes ont tendance à minimiser l'antisémitisme européen pour dire que l'antisémitisme a été arabe ou musulman. Non, Abdel Raouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. On vous écoute, Alain Finkielkraut. Il y a un moment... Arrête la drogue. Les sionistes, avec leur projet d'aller coloniser la Palestine, les intéressent beaucoup. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les gens qui ont permis aux colons juifs d'aller coloniser la Palestine sont en fait d'épouvantables antisémites. Il faut savoir qu'il y avait un sionisme chrétien, bien avant l'époque moderne,
qui disait en gros que les chrétiens, que je cite, les Juifs devaient revenir en Terre Sainte, une idée au XVIIe, chasser le mal, Armageddon, qui était assimilé aux Arabes, et ensuite se convertir à la vraie foi, le christianisme. Donc les chrétiens sionistes étaient des antisémites. Balfour était un épouvantable antisémite. Il déclarait, je cite, quand il était Premier ministre en 1905, qu'il dénonçait ces Juifs pouilleux polonais qui venaient semer la révolution à Londres. Mais là, en 17, il signe donc la déclaration Balfour, j'ai 1916, pardon, 17, et il offre aux sionistes que la Palestine à reconquérir deviendra un État juif. C'est quelque chose d'étonnant que tous ces gens-là sont basés sur l'idée les juifs et les non-juifs ne peuvent pas coexister, il faut un État ethniquement pur. Ce qui est très à la mode aussi au XIXe siècle, avec toutes ces conceptions de l'eugénisme, du racisme, des États ethniquement purs qu'on retrouve malheureusement de plus en plus aujourd'hui. Le colonialisme israélien, sioniste, a pour projet de chasser les Arabes de la Palestine. Bien entendu, maintenant, ils disent que non. Et alors, je te nique, moi. La Palestine était extrêmement peuplée, extrêmement riche, et que l'opération a consisté à les chasser pour prendre leurs richesses. Et donc, c'est quelque chose dont les dirigeants sionistes étaient parfaitement conscients. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne dit plus maintenant, qu'on n'a pas le droit de dire à la télé et dans les grands médias, mais il suffit de citer leur propre déclaration pour voir que tout le blabla actuel est complètement hypocrite. Dans Israël, parlons-en, j'avais aussi reproduit 2-3 pages de citations des dirigeants sionistes eux-mêmes, qui sont plus éloquentes que tous les discours qu'on peut annoncer. Herzl, le fondateur du sionisme en 1995, dit « Chasser la population pauvre au-delà de la frontière en lui refusant du travail. Le processus d'expropriation et de déplacement des pauvres doit être mené discrètement. » Ben Gurion, qui va devenir Premier ministre d'Israël, déclare en 1937, je cite, « Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place. » Et en 1938, il explique, « Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. Ce pays est le leur parce qu'ils y habitent alors que nous venons nous y installer. » C'est très important de se former dans cette histoire. Parce qu'il y a maintenant toute une campagne pour nous dire que si on critique Israël et le vol de la terre et les massacres des Palestiniens, c'est forcément qu'on est antisémite. Qui me dit pardon? Qui me dit pardon? Pardon? Ah, une femme, les juifs on commande chez nous. Les femmes elles commandent. Si je suis mariée avec un chrétien, mon fils c'est les juifs. Raciste. Non. Qui me dit pardon? Oui, il va vous dire. Il y a du monde. Qui me dit pardon? Madame. Hein? Le Messie, c'est votre homme, tout le monde va crever. Il ne restera que les juifs. Allez, venez. Dites-moi pardon. Madame, regardez. Dites-moi pardon. Dites-moi pardon. À moi aussi? À lui. Alors venez. Allez, arrêtez. Dites-moi pardon. Arrêtez. Allez, venez. Ne me frappez pas, moi. Moi, j'appelle les flics de super. Allez. Tu me tires pas. Arrêtez. Attention. Pas moyen, je joue pas une miette. Venez là, vous. Ne me dis pas. S'il vous plaît. Venez avec moi, ça fait 5 minutes que je vous Non, dis je de suis seul. J'ai pas besoin de corps. J'ai pas besoin de corps. J'ai pas besoin de condamn. Venez. Viens. Allez, venez. Viens, madame. Il a des parts dedans, il a des parts derrière. Je veux des gars juifs. Il a des parts dedans. Non, il a rien dit. Vous avez pas ça, monsieur, je n'ai pas entendu. Raciste. Je n'ai pas entendu ça. Allez, croyez. Il a des parts juifs. Il a dans son pays. Il est dans son pays, il sait rien. Il est sérieux. Il est folle. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude. Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais vous, parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je crois qu'on doit vraiment
combattre tous les racismes, d'où qu'ils viennent. J'insiste sur cette idée que chacun se forme, participe au débat, participe à la discussion. Il faut absolument refuser le terrorisme qui refuse le débat. Si on veut défendre la liberté d'expression, il faut résister à ça. Et donc, nous avons besoin de votre participation, de votre soutien par rapport à tout ça. Je me sens le droit de dire, allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. La vraie question, c'est que si vous regardez les vrais problèmes auxquels nous sommes tous affrontés, les vraies questions d'aujourd'hui, la question climatique, la question des réfugiés, la question du terrorisme, la question de l'argent fou, non mais les grandes questions, la question de la résistance, la question de la résistance à l'impérialisme commercial américano-atlantiste. Mais enfiler un gilet jaune. J'ai passé l'âge de me chercher. Vous voulez combattre la dictature, enfiler un gilet jaune. Mais Karl Lagerfeld l'a déjà fait, il ne va pas en plus s'y mettre. Allez prendre la tête d'une vraie manifestation, on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Je veux des entarteurs par milliers, je vais moi-même apprendre le métier. Il y en a bientôt qui vont trinquer, c'est pas les cibles qui vont manquer. Oublions ce pauvre PHV, là suffisamment dérouillé. Il y a d'autres pédants à s'occuper que ce pauvre garçon trop bien coiffé. Vous avez oublié les tags antisémites dans le premier arrondissement. Sur la façade du journal Le Monde, Macron associé à Rothschild. Et ça, c'est seulement ces quelques derniers jours que tout cela s'est produit à Paris et autour de Paris. On a une augmentation et on a une explosion des actes antisémites. C'est 74% d'augmentation par rapport à l'année dernière. C'est évidemment insupportable. Ça rappelle évidemment des moments de l'histoire de France qu'on aimerait voir oubliés. C'est l'empire de la France en marche qui traduit en images l'idéologie de Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. Si on veut comprendre, quand il y a une campagne de ce genre dans nos médias, je crois que la méthode que j'ai proposée de toujours chercher les 5 principes de la propagande de guerre dans la façon dont c'est présenté au public est une méthode qui permet de comprendre ce qui se passe et d'analyser les campagnes, même si on n'est pas au courant de tous les événements, de tous les faits, c'est impossible de tout suivre, bien entendu. Et les 5 principes de la propagande de guerre, je les rappelle, sont 1. Cacher les intérêts économiques et autres, 2. Cacher l'histoire, 3. Diaboliser, 4. Inverser la victime et l'agresseur, se faire passer pour la victime, et 5. Monopoliser, c'est-à-dire empêcher le débat. Ça, ce sont les 5 principes qui vous permettent d'analyser tout. Je vous ai compris. Guerre ou agression ou conflit comme celui-ci, il a, disons, commis 3 crimes, Corbyn. Son premier crime, c'est d'être contre l'austérité, contre la politique de régression sociale et de toujours prendre plus dans la poche des petits pour donner dans la poche du 1%, qu'on nous présente comme étant il n'y a pas d'alternative, c'est la politique inévitable, sinon les marchés vont nous sanctionner, blablabla. Et lui, il a au contraire expliqué que la privatisation en Angleterre du rail, c'est une catastrophe, les chemins de fer, donc il veut les renationaliser. La privatisation des soins de santé, c'est une catastrophe, il veut les renationaliser. Et l'énergie aussi, et quand on voit combien maintenant les multinationales privées de l'énergie nous font payer de plus en plus cher, ce qui aggrave les difficultés quotidiennes des gens, ben, c'est plutôt un bon programme, Corbyn. Donc voilà un premier crime de Corbyn, c'est qu'il s'oppose à toute la politique anti-austérité tellement en vogue actuellement. Un deuxième, c'est qu'il est aussi
je l'ai rencontré il y a longtemps, c'est quelqu'un qui est vraiment un militant pacifiste, anti-guerre. Il est opposé à toutes ces guerres qu'on nous a menées en suivant les États-Unis depuis des années, qui n'ont apporté que des catastrophes et qui coûtent très cher, sauf aux multinationales de l'armement qui en profitent pour nous faire dépenser un argent fou. And in order to help make that two-state settlement a reality, we will recognize a Palestinian state as soon as we take office. Le troisième grand crime de Corbyn, c'est qu'il a toujours marqué sa solidarité avec le peuple palestinien, et ça, on ne le lui pardonne pas. Alors, je disais, les députés, ça on a souvent des articles, les députés contestent Corbyn, ils trouvent que c'est un mauvais leader, etc. En fait, la question est de savoir un bon leader pour qui, évidemment. Si c'est pour défendre les intérêts de l'élite, oui, c'est un mauvais leader, ils veulent comme avant, mais si c'est pour défendre les intérêts de la population, et donc c'est ça que non seulement le lobby sioniste, mais les élites en général craignent, c'est-à-dire un parti populaire qui adopterait certaines mesures contre les politiques du grand capital du 1%. Le point de l'histoire, cacher l'histoire. Cacher de quoi on parle vraiment dans ce problème. On fait comme si le problème c'est Corbyn est raciste, antisémite, et voilà, on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Raciste. Tu es raciste, antisémite ou extrémiste? Alors cet album est fait pour toi. Chérie FN présente la compile de l'horreur avec les plus grands classiques du rock français. Allumez le feu! Allumez le feu! Sans oublier les années 80. La main tendue vers le ciel, elle fait plus près des étoiles, au jardin des lumières et d'argent. Et en bonus track, spécial guinguette. J'ai perdu la tête. Chérie FN, la compile de l'horreur, un album recommandé par les plus grands. Le vrai problème, c'est que Corbyn n'est pas d'accord, comme beaucoup de gens, comme la majorité de l'opinion en Europe en fait, avec la politique d'Israël, qui historiquement a chassé les Palestiniens de leurs terres, leur a volé leurs terres, pratique l'apartheid. Donc ça, c'est la toute première chose qu'il faut bien voir, c'est que Israël lui-même est un projet de vol de la terre, un projet raciste contre les Palestiniens, et de ça on ne peut absolument jamais parler. Quel est le but de toute cette offensive? C'est soit d'éliminer Corbyn, de l'empêcher de devenir Premier ministre et de ramener un petit politicien qui se mettra à genoux devant les directives du 1% et d'Israël, soit, si on n'arrive pas à l'éliminer parce qu'il est trop populaire, de mettre une telle pression qu'il va lui capituler sur la question de la Palestine et arrêter sa solidarité. Donc dans les deux cas, c'est une offensive de diabolisation qui est très grave, qui est extrêmement dangereuse. Je disais, le quatrième principe de la propagande de guerre, inverser l'agresseur et l'agressé, se faire passer pour la victime. En fait, quand on regarde le travail quotidien d'Israël, qui massacre des manifestants pacifiques, qui emprisonne des enfants, qui torture des prisonniers, qui nie tous les droits de la Convention des droits de l'homme concernant les prisonniers et concernant les citoyens palestiniens en général. Quand on voit Israël, qui vient d'adopter une loi disant que Israël est l'État des Juifs. C'est-à-dire qu'on a là un État qui se prétend démocratique, mais qui ne l'est pas parce qu'il crée deux catégories de citoyens et il ne donne pas les mêmes droits à tous les citoyens. Donc c'est la définition même d'un État de discrimination, d'un État d'apartheid, et c'est ça qu'on essaye de faire caché en présentant « Oh, le problème, c'est Corbyn qui est antisémite ». Non, le problème, c'est Israël qui est raciste envers les Palestiniens et qui ne veut pas renoncer à ses privilèges et à cette politique.
Le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, c'est ce que j'appelle monopoliser l'information. Empêcher le débat, empêcher que les gens puissent confronter deux versions et se faire leur opinion entre ces deux versions. Et donc, l'objectif aussi, au-delà de la personne de Corbyn, c'est en fait d'éliminer tout membre du Labour qui pratiquerait la critique d'Israël. Alors là-dessus, l'arme qui a été utilisée contre Corbyn, c'est ceci, c'est une définition de l'antisémitisme par le, je cite, International Holocaust Remembrance Alliance, c'est donc un lobby qui existe en Grande-Bretagne, et il a donné une définition de l'antisémitisme, du racisme anti-juif. Raciste. Que Corbyn a fini par reprendre, mais le problème est que dans les exemples que donne cette organisation comme exemple de conduite antisémite, il y a le fait de critiquer Israël. Si on critique Israël, c'est qu'on est antisémite. Donc là, on voit bien qu'on est au cœur de la manœuvre de criminaliser les gens qui critiquent Israël raciste en les faisant eux-mêmes passer pour racistes et en criminalisant, ça a aussi été fait en France par Michel Alliot-Marie et d'autres politiciens, on va en fait empêcher la critique d'Israël, ça va devenir un délit tout simplement. On n'arrive plus à critiquer la banque sans être raciste. La bonne blague. Vous voyez pas la manipulation. Donc ils n'ont pas de fait pour débattre et leur seul argument, c'est de dire que vous êtes raciste et antisémite. On a un travail à mener tous ensemble pour démasquer la façon dont le lobby sioniste, avec ses alliés, parce qu'il n'est pas tout seul, ça j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai, dont il essaye d'empêcher la libre expression et le libre débat. Je crois qu'on doit absolument travailler ensemble là-dessus, et je vais conclure en vous lançant un appel vraiment pour rejoindre la bataille populaire pour la vérité, pour le droit à l'expression et contre le lobby sioniste raciste qui veut empêcher tout ça. J'estime que, pour moi, que soit prononcée sur un plateau l'idée qu'un homme se balade dans plusieurs pays étrangers. Mais ça va pas. Laisse-moi terminer. Non oui, mais je vois venir. Christine ne vous a pas interrompu. Un truc qui me fait peur. Laisse-moi terminer. Marre de votre connerie, bande de fils de pute, j'en ai marre. Allez vous faire foutre. Niquez vos mères, les darons. Niquez vos mères. Bande de fils de pute. Je vois venir un truc qui me fait peur. Moi aussi, ça me fait peur, ce que tu as dit. Ta gueule, juif. Normal, t'es juif. Il est juif, t'as. Juif. Les juifs. Raciste. J'ai aucun souvenir de t'avoir vanné parce que tu étais juif. Ouais, parce que t'es un connard de juif. T'es un juif. Ferme ta putain de gueule de juif de merde. Bien joué, juif. On va résumer brièvement ce qu'on avait vu dans les précédentes. D'abord, on a analysé la question du sionisme, du soi-disant exode des Juifs qui retrouveraient le pays dont ils ont été chassés, et ça c'était un mythe. On a vu aussi les racines de l'antisémitisme et le fait que c'est pas du tout à cause de 40-45 que l'exode des Juifs en 48 et la création d'Israël a eu lieu, que c'est un projet colonial qui datait de la fin du 19e, début du 20e, on en a donné les preuves. On a analysé pourquoi Jeremy Corbyn était à ce point diabolisé comme antisémite alors qu'il n'y a rien d'antisémite dans son discours, et on a été à la recherche des intérêts cachés, à savoir que Corbyn
est un anti-néolibéral qui propose des mesures pour aider les gens normaux, les simples gens par rapport au 1%, et que donc il déplaît aux intérêts dominants, et que deux, Corbyn dans toute sa carrière a toujours été solidaire des Palestiniens, solidaire contre le colonialisme, et que c'est pour ça qu'on veut soit l'abattre, soit le forcer à capituler. En France, on nous dit que les lamas, ils crachent sur les juifs. Oui, ils crachent. Mais seulement quand ils sont racistes. On va pas l'embêter. Je voudrais me pencher avec vous sur cette question, que faire? Parce que tout ça c'est bien beau, mais ça ne sert à rien si on n'a pas des instruments, et une stratégie, une méthode, une philosophie pour arriver à diffuser ça autour de soi, pour arriver à parler, à convaincre. 4 points pour une méthode de discussion, et j'ai développé ça parce que ça me semble très important. C'est seulement les gens à la base qui vont pouvoir vraiment reprendre le pouvoir, faire changer les choses, mener la bataille des idées, mener la bataille des informations. Et dans cette méthode en 4 points pour discuter autour de soi, j'étais parti de nombreuses expériences de ce que j'avais entendu, où on me disait, bon, après 1 minute, je m'énerve, je ne parviens pas, les choses que j'entends, ça me fait sortir de moi. Bien. Le premier qui s'énerve a perdu, en fait. Et il s'agit justement de ne pas s'énerver. Soyons zen, soyons zen, soyons zen, soyons zen, soyons zen, du sang-froid dans les veines, soyons zen, soyons zen, from side to side. soyons zen, soyons zen, soyons zen, du sang-froid dans les veines. Soyons zen, soyons zen, soyons zen, le choc à la soyons zen, soyons zen, soyons zen, du sang-froid dans les veines. Soyons zen, soyons zen. Arrête la drogue, j'ai dit. De considérer que les gens à qui on parle, même s'ils racontent des choses qui sont vraiment très choquantes, sont en général des victimes de la propagande. Ce sont des gens qui sont désinformés. Et donc il faut se dire on est de leur côté, et il faut vraiment élaborer une méthode pour arriver à discuter sereinement et efficacement. Cette méthode, elle est en 4 points. C'est-à-dire écouter l'autre, toujours se tenir à l'essentiel, s'en tenir aux faits et de la patience. Faire réfléchir. Si vous prenez l'exemple de quelqu'un avec qui vous discutez, vous pouvez avoir des gens avec des profils totalement différents. Il peut y avoir un partisan honnête et convaincu d'Israël. Il peut y avoir quelqu'un qui dit les deux camps ont des torts. Les deux doivent faire un effort. Et il peut y avoir le simple curieux qui ne connaît pas le sujet mais qui doit le découvrir. Vous voyez bien que vous allez devoir parler de façon tout à fait différente à ces 3 personnes. Et donc la première chose à faire, à mon avis, c'est de écouter et de se rendre compte qu'est-ce qui l'influence, d'où lui viennent ses idées, quelles sont ses informations, ses médias. Elles sont pas bonnes mes boulettes, c'était délicieux. Mais j'ai plus faim. Quand t'as plus rien, même pas un joint, une boulette, oh c'est chouette.
Quand t'as plus de fume, quand t'as plus de thune, une boulette, oh c'est chouette. Vous avez la brique rose pour manger moins de boulettes? Tu es gentil. Mets-moi 2 douzaines. Toutes les équipes de jardiniers, parées à planter. Yeah, yeah. Je dis si t'es par hasard un de ces cultivateurs modernes, sache que la main verte est l'expression de la création. Arrête la drogue. Arrête la drogue, j'ai dit. Vous n'êtes pas censé savoir et avoir un jugement sur tout ce qui se passe, personne ne peut. Et donc, dans une discussion, il ne faut pas se laisser embarquer sur des détails, il faut s'en tenir à l'essentiel et poser à son interlocuteur la question, est-ce que tu es d'accord avec le sionisme, avec le vol de la terre, avec le nettoyage ethnique, avec l'apartheid? Donc ça, c'est l'essentiel et la discussion doit absolument être centrée là-dessus. Un troisième principe que j'ai exposé dans ce bouquin, c'est il faut s'en tenir aux faits. Parce que quand vous discutez, il y a souvent l'émotionnel qui joue, c'est normal, mais émotion contre émotion, on va arriver à rien. Vous allez vous énerver, vous allez scandaliser, l'autre aussi, et alors? Et donc, il faut absolument faire l'effort de rationaliser la discussion, c'est-à-dire proposer à son interlocuteur, bon, toi, tu dis ça, moi je dis ça, allons vérifier ensemble les faits. Voyons sur quels faits, sur quelles sources se base ce que tu dis, vérifions si c'est correct ou si peut-être il y a une déformation et qu'il y a des intérêts derrière tout ça. Un quatrième principe important, c'est de faire réfléchir l'autre. Les gens ne changent pas d'avis en 5 minutes. Et s'il a des convictions sincères, ça ne serait pas normal, naturel, qu'il dise oui, tu as raison, comme ça, rapidement. Voilà, donc 4 principes de la méthode pour discuter efficacement, c'est-à-dire écouter, aller à l'essentiel, s'en tenir aux faits et de la patience. Mais il ne faut pas non plus être naïf et penser que, particulièrement sur Internet, quand on vous prend à partie, il n'y a que des gens honnêtes, il n'y a que des gens qui cherchent la vérité. Non. J'ai dans un texte que vous pouvez trouver sur Internet, qui je vais afficher ici, qui s'appelle « Les 10 commandements du parfait diaboliseur », j'ai expliqué justement comment repérer la méthode de ceux qui ne cherchent pas la vérité, mais qui veulent diaboliser. J'ai attiré votre attention sur 2 vidéos que j'ai publiées au mois de juin. La première s'appelait « Aider Investigation à résister » et elle expliquait comment Israël diabolise et essaie de détruire notre travail. La deuxième s'appelait « Comment Israël manipule Internet » et là j'ai analysé leur méthode de diabolisation, notamment sur Wikipédia. Voilà, ce sont 2 choses qui sont très importantes comme instrument pour aider dans le travail. Et pour conclure sur cette idée que je défendais, c'est vraiment sur vous qu'on compte pour faire changer l'opinion et le rapport de force. C'est essayer de comprendre la colère qui quelquefois anime nos compatriotes, de façon à ce qu'ils puissent comprendre ce que l'on fait et aussi eux-mêmes avoir la conviction que ceux qui dirigent les observent, les regardent, les écoutent. Emmanuel Macron disait lui-même qu'il allait prendre en considération. Je pense que c'est la bonne attitude. Il faut être capable, non pas simplement de répondre avec hauteur de vue, c'est nécessaire, mais avec humanité, c'est indispensable. Et il y a dans le pays, moi je l'ai vu au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a un sentiment d'injustice auquel il faut absolument répondre. Que je dois te rencontrer, c'est écrit dans le ciel. Et que je dois t'adorer, c'est écrit dans le ciel. Que je vivrai que pour toi, c'est écrit dans le ciel.
et que tu peux croire en moi. C'est écrit dans le ciel. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Enlève ton gilet. On va parler calmement. Vous battez pas, faites-moi là. Ça sert à rien. Elle est là pour ça, les gars. Oh les gars, elle est là pour ça. Arrêtez. Rentre chez toi là. Je trouve ça absolument honteux, c'est même une des raisons pour lesquelles je suis revenue aujourd'hui. Je trouve honteux d'utiliser l'antisémitisme pour décrédibiliser un mouvement. Je suis très personnellement sensible à cette cause, comme beaucoup de Français. J'ai même voté Macron contre Marine Le Pen à cause de ça. C'est une honte d'utiliser l'antisémitisme pour ça. Les gens qui font ça n'ont aucune morale. C'est des gens totalement immoraux. C'est trop grave d'instrumentaliser une question pareille. Les gilets jaunes ne sont pas antisémites, ils s'en foutent. Je dis pas qu'ils sont philosémites, ça n'est pas leur problème. Ils s'en foutent. Ils veulent juste pouvoir vivre dignement de leur travail, c'est tout. Incident choquant, mais quand même, il ne faut pas ramener le phénomène des gilets jaunes à cette histoire-là. Ça décrédibilise les gens qui ont envie de penser que les gilets jaunes ne sont donc que des crétins, antisémites, homophobes et tout ce que l'on veut. La colère qui s'est exprimée contre Finkielkraut, c'est surtout contre Israël, contre le sionisme. L'État d'Israël fait montre de peu de morale et de peu d'humanité. La responsabilité, elle incombe au pouvoir, elle incombe pas aux gilets jaunes. Ces gens qui sont dénués de toute forme de morale nous font la morale sur un prétendu antisémitisme, c'est insoutenable. Il y a eu des insultes, il y en a quelques-uns, je sais pas, 2-3 qui ont dit des mots antisémites. Mais la masse des gens qui étaient là, quelques gilets jaunes, c'était pas les mots, tous les gilets jaunes n'avaient pas des messages antisémites. Il y a tellement d'injustice, la misère, tout est... Je suis pas pour le complot, il n'y a pas de complot, hein. C'est un semi-complot. Maintenant, Finkielkraut qui se fait malheureusement insulter, c'est pas normal non plus, mais il doit pas y aller quand même dans des endroits ou dans des cortèges où ça peut chauffer. Il faut éviter. Il faut éviter. Il faut être prudent parce qu'effectivement,
Mais Bagelstein, moi j'étais là, il n'y a pas eu de tag antisémite jusqu'à la fin parce que c'est seulement dans la soirée que le tag a été inscrit. Donc, Non, mais c'est l'inverse. Hein. Ils disent que c'est vendredi soir. C'est la veille, en fait. Non, c'est pas la veille, ça doit être bien après. C'est sûrement avec la même peinture parce qu'elle était jaune, fluorescente, mais c'est bien après. Parce que je suis passé, j'étais là-bas, près du Sénat, donc j'assiste. J'étais dans pas mal de manifs, je regarde, je vois. C'est un petit groupuscule, il représente quelques personnes, c'est tout. Donc vous êtes de confession judaïque? Juif, fier de l'être, israélien. Mais j'étais là le 17 novembre et je suis là présent. Vous pensez quoi de cette affaire de Finkielkraut? Je vais vous dire, c'est malheureux qu'il y ait des antisémites, c'est malheureux, mais malheureusement les gens parlent des fois poussés par la misère. J'étais au procès de Christophe et je crois que des fois on est entraîné de s'exciter, de frapper, de recevoir. J'ai vu, j'étais là. Comment? Je suis content de te rencontrer, de te serrer la main. Parce que moi sincèrement je suis très embêté aussi avec tout ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'instrumentaliser la police. Éric Drouet et Éric Zemmour, qu'on m'explique parce que Éric Drouet je pense qu'il n'est pas antisémite. Par contre, Éric Zemmour contre les Arabes et les Noirs, il n'a fait que ça sur les plateaux de télévision. Et moi, je ne suis pas antisémite. Mais entre Éric Drouet et Éric Zemmour, j'ai le droit de choisir Éric Drouet. Qui consiste à nous le faire choisir entre l'antisémitisme et les gilets jaunes. Moi, j'ai choisi les gilets jaunes. J'ai mes raisons. Moi, je suis à découvert le 20 du mois. C'est pour ça que je suis gilet jaune. Et je demande à tous ceux qui ne sont pas à découvert le 20 du mois de commencer à ouvrir les yeux. Parce que les gens qui sont à découvert le 20 du mois, justice sociale, c'est le vrai sujet. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé la parole. Voilà, ça qui pas, elle est écrit en hébreu. Donc c'est lui là Tout le temps il est avec nous. Il n'y a personne qui le touche. Voilà son visage. Voilà son visage. Il est tout le temps avec nous. Qui l'a agressé? Qui l'a agressé? Qui l'a touché? Et il vient. Et là, il te parle et tout le monde le connaît. Voilà, voilà. Et son visage, il est là. Voilà son visage. Voilà. Oui, alors que Alain Finkielkraut, on l'a touché, parce que c'est un provocateur et il s'est fait oublier. Ça fait longtemps on lui donne plus le micro. Soi-disant le philosophe, on lui donne plus le micro. Il a fait son scoop pour revenir maintenant. Il va être dans les plateaux tout le temps. Et aujourd'hui j'ai sorti la kippa parce que le gouvernement n'arrête pas de faire croire que les gilets jaunes sont des antisémites et des gens d'extrême droite et des néo-nazis. Et ça depuis le début du mouvement, mais particulièrement ces derniers jours, ils ont mis des tags antisémites. C'est le gouvernement qui a fait ça. Des tags antisémites à droite pour dire que c'est les gilets jaunes, alors que c'est pas vrai. Et ça, c'est le gouvernement qui a fait ça. C'est comme l'attentat de Strasbourg, c'est un false flag, on dit en anglais, c'est-à-dire un faux drapeau. Voilà, tout ça, c'est pour détourner l'attention du... Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes un peu complotiste, là? Mais bien sûr que je suis complotiste et j'assume, les complots ça existe. Dès que je vous prends à part pour monter un coup contre quelqu'un, c'est un complot. Enfin voilà, donc je suis complotiste et j'assume. Moi j'ai un message de paix pour dire que dans le mouvement des Gilets jaunes, oui bien sûr, vous allez toujours trouver un antisémite à droite, un raciste à gauche, etc. Mais pas plus que dans le reste de la population. Voilà. Et que toute cette idée de faire passer les Gilets jaunes pour des gens d'extrême droite, c'est faux. Il y a des gens d'extrême droite dans le mouvement des Gilets jaunes, mais pas plus qu'ailleurs, comme un autre. Mais comme c'est un truc vachement porteur, qui a toujours été utilisé, et qui frappe les esprits, voilà, ils mettent le paquet là-dessus. Mais bon, voilà, cette fois-ci c'est l'antisémitisme, l'attentat de Strasbourg, c'était contre les musulmans. Pour détourner l'attention des gens, pour qu'on parle d'autre chose. Vous savez ce qu'ils me disent, les juifs? Ils me disent, mais vous avez du courage, monsieur, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus parmi nous qui ait le courage de porter la kippa partout. Voilà, parce que chez les juifs, c'est comme chez tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui n'ont pas de couilles. Ouais. On se fait insulter sur les réseaux sociaux, on se fait menacer de mort, on se fait caper, on se fait... Ferme ta gueule! Par des gens et vous savez, il y a des tabous. Il y a des tabous. Sur ce thème-là, vous savez qu'on ne peut pas parler à la télévision et dans les débats. Il y a vraiment une chasse aux sorcières. La colère qui s'est exprimée contre Finkielkraut, c'est surtout contre Israël, contre le sionisme. L'État d'Israël fait montre de peu de morale et de peu d'humanité. Mais vous êtes là pour en parler. Brisez-les, écoutez. C'est quand même assez incroyable que dans un mouvement comme celui-ci, social, avec de véritables revendications, il y a des tabous dans ce pays. De dialogue en toute liberté et en fraternité. Donc, sincèrement. Ah oui, mais on va nous dire on est apolitique alors que c'est devenu complètement politique. Et puis dès le départ, c'était quasiment politisé. On le voyait sur les ronds-points.
dès qu'on dit du mal d'un gilet jaune, non, surtout pas les gilets jaunes, etc. Enfin, on en arrive, ça dégénère. C'est-à-dire que Thierry Paul Valette, vous nous dites que ce soit, de manière générale, vous pouvez plus parler de tout du fait de ce mouvement. Il y a des tabous. Bien sûr que non, mais alors vous plus, c'est la réalité, c'est grave, ça va très loin. C'est un mouvement par essence antidémocratique, je ne veux pas le juger, mais... Par rapport à ce que vous dites, et vous en faites partie vous-même, vous devez vous dire, c'est quand même... Je commence à m'interroger, vous savez, je commence à me poser des questions. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as fait sucer, toi l'enculé. Parce que moi, je sais pas, j'ai une famille, j'ai des amis, je me casse la tête, matin, au soir, je fais des nuits de 3 heures, il y a des fois je dors pas, parce que j'essaie de répondre aux gens, parce que j'essaie de travailler pour eux, sur le terrain, sur le grand débat, sur la question des européennes. Sur européennes, je peux comprendre. On n'a pas eu le temps d'expliquer ça aux gens. C'est pas le bon tempo. Être sur le terrain, parler des européennes, il y a une confusion, et c'est normal, et ça justifie pas la violence, mais à un moment donné, il faut casser les tabous, il faut ouvrir, il faut dire les choses clairement. Avec des limites qui sont franchies et repoussées depuis déjà un certain temps. Moi, j'ai peur de prendre un coup de couteau. Ingrid peut se prendre un coup de couteau, d'autres peuvent se prendre un coup de couteau. Il y en a qui veulent casser du flic, ils peuvent prendre un coup de couteau. La réalité, elle est là. Il y a eu des morts, il y a eu une douzaine de morts, ça s'est limité que sur les ronds-points. Mais si demain, il y a un gilet jaune qui décède, ou s'il y a un CRS qui décède, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'en veux pas de ça. Je n'en veux pas. Charlotte Dornelas, lorsque ce sont les médias qui disent ça, effectivement, ils se font reprendre de volée, notamment sur les réseaux sociaux. Là, c'est un gilet jaune qui dit ça, avec Ingrid Levavasseur et beaucoup de gens, des gilets jaunes, qui disent aujourd'hui, ce mouvement est quasiment totalitaire. En tout cas, ceux qui sont sur le terrain. Je vous pose la question à vous parce que vous avez accompagné ce mouvement. Vous l'avez défendu. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encules ton oncle, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle cochonnerie! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as fait sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi t'as un oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. C'est pas le moment, les Européens. La liste pour les Européens. Vous dites quoi? C'est le point. Mais oui, on va parler avec toi. Avec toi. Mais oui. Vous dites quoi? Plus de ta merde. Pivot, tu fermes ta gueule. Chiappa, tu fermes ta gueule. Et Castaner, tu fermes bien grand ta gueule. Emmanuel Macron, ô tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, ô tête de con, on vient te chercher chez toi. Un petit couplet pour la police, collabo aux ordres du système. Sachez que pour nous vous êtes complices, on s'en souviendra, y a pas de problème. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Allez les gars! That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Emmanuel Macron s'exprime pour la toute première fois devant la presse depuis le début de l'affaire Benalla. Présentation du rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Est-ce que vous auriez dû, par exemple, quand vous avez vu la vidéo, saisir cet article 40 ? Mais pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Écoutez, il y a la justice qui a été saisie, il y a des enquêtes administratives. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui devait être fait a été fait. La commission n'a trouvé ni approprié les premières suites qui ont été apportées aux agissements commis, ni proportionné les sanctions qui ont été prétendument infligées. La sanction était proportionnée. C'était à mes yeux proportionné. Sanction insuffisante au départ. Il y a la justice qui a été saisie. Justice tenue à l'écart. La justice fasse son travail, que le Parlement fasse son travail. Nos collègues de l'Assemblée nationale ayant créé une commission d'enquête qui a explosé en vol, il est heureux, voyez-vous, que le Sénat existe. Chez moi, il n'y a pas de passe-droit. Permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République. Chez moi, il n'y a pas de passe-droit. Maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés. Cela fait tout de même beaucoup. Si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. Je suis fier de l'avoir embauché à l'Élysée, parce que je considère que c'était quelqu'un qui était dévoué, qui avait un parcours différent. Et il a fait beaucoup de bonnes choses quand il était à l'Élysée. Monsieur Benalla, qu'est-ce qu'il avait lorsqu'il travaillait à l'Élysée à passer des contrats avec Monsieur Mahmoudov, qui est un proche de Poutine et un mafieux. Il a fait beaucoup de bonnes choses quand il était à l'Élysée. Ce contrat a été signé pendant qu'il travaillait à l'Élysée. Une affaire qui est triste, mais qui est l'affaire d'un homme. Force est de constater que le rapport du Sénat, là, c'est l'antithèse de l'homme isolé. L'affaire d'un homme. Ce rapport, c'est fondamentalement une mise en cause très grave, très profonde de la manière dont l'Élysée fonctionne et de la manière dont agit. Et ont témoigné aussi devant cette commission plusieurs des principaux collaborateurs du chef de l'État. La République exemplaire à laquelle je crois, ce n'est pas une République infaillible. Tout le monde fait des erreurs. Le président de la République, pendant très longtemps, a tardé à réagir, a voulu minimiser l'affaire, a même fait des déclarations publiques à ce sujet, alors que c'est une affaire qui était extrêmement grave. Il y a quand même des contrats russes qui ont été négociés dans les locaux d'En Marche. Enfin, il faut qu'on se rende compte de ce que c'est une affaire d'une extrême gravité et qui met en cause, le président de la République. Il y a un contrat chinois très important aussi qui va être révélé dans quelques jours par Valeurs Actuelles, semble-t-il. Matignon est également en cause, donc on voit bien que c'est une affaire d'État, c'est un scandale d'État qu'il ne faut pas minimiser et dont il faudra tirer demain toutes les conséquences. Un contrat de plus de 6 millions d'euros qui sera révélé par Valeurs Actuelles, nous indiquait il y a quelques instants Louis Dragnel de ce journal. Selon Mediapart, Alexandre Benalla voyageait avec un passeport diplomatique. Le document aurait été délivré en mai et utilisé ces dernières semaines pour entrer dans différents pays africains ainsi qu'en Israël. Ah oui, 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 eh oui. En Israël. Il y a des témoins. Raciste. Ah oui, 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 eh oui. En Israël. Ah oui, 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 eh oui. Comme vous le savez, le Conseil des ministres, nous n'avons pas totalement nos portables sur la table puisqu'ils restent à l'extérieur de la salle du Conseil. Et donc le président de la République n'a pas évoqué ce sujet. Avez-vous un commentaire sur les accusations qui sont formulées ce matin au Sénat ? Je note que c'est un rapport qui a été transmis au président du Sénat et à son bureau, et qu'il appartient au président du Sénat et au bureau de prendre la décision pas de transmettre au parquet le rapport qui leur a été remis. L'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur manifestement beaucoup de contre-vérités qui se trouvent présentes dans le rapport. Moi, je vais vous dire, nous sommes très attachés à la séparation stricte des pouvoirs dans notre pays. La justice ne reçoit d'ordre de personne. De personne. Elle est parfaitement indépendante et il n'y aura pas d'interférence entre le gouvernement, les assemblées et la justice. Mais l'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur les différents points soulevés dans ce rapport dont je n'ai pas pris connaissance et donc il m'est difficile de commenter plus avant. Bonjour, Alison Tassin pour LCI et TF1. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous sous-entendez dans l'Élysée aura l'occasion d'apporter des éléments ? Ça veut dire qu'il y aura des éléments factuels qui seront apportés à quelques points qui sont soulevés dans le rapport. Sous quelle forme et quand ?
Écoutez, le rapport date d'il y a moins de 2 heures. Nous étions au Conseil des ministres. Donc, souffrez que nous ne cédions pas à l'urgence du moment. Et que le temps de réunir les éléments factuels pour répondre à des contre-vérités. Je ne sais pas si c'est l'affaire de quelques heures, ce sera cet après-midi ou demain, mais en tout cas nous le ferons rapidement parce qu'il y a des éléments sur lesquels manifestement des contre-vérités ont été dites et qui peuvent être relevés très rapidement. Ça permettra d'éclairer aussi l'ensemble des débats. Et quelles sont ces contre-vérités que vous avez manifestement déjà pu identifier ? Ce n'est pas à moi de vous en donner. Vous le savez, je n'ai pas lu le rapport, donc je ne vais pas commenter un rapport que je n'ai pas lu. Ça n'est pas dans mes habitudes, même si c'est parfois dans les habitudes de certains. Comme il s'agit de quelques minutes à peine, je n'ai pas connaissance de la totalité des contre-vérités, mais rassurez-vous, vous serez parfaitement informés des contre-vérités qui ont été manifestement décelées et des réponses que l'Élysée y apporte. Au ralenti, on voit ses crocs s'enfoncer dans la main gauche de l'homme. Et le prédateur pourrait bien se préparer à lancer une autre offensive. Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en crèvent de jalousie en voyant mon beau chapeau. J'ai mis une plume à mon chapeau parce que ça fait plus rigolo. En me voyant coiffé ainsi, toutes les jolies filles s'écrient « Oh là là, quel beau chapeau !» Je passe mon temps, soir et matin, devant les glaces des magasins. Je me regarde, je me plais bien, et le roi n'est pas mon cousin. Je le mets de côté, mon beau chapeau, pour piloter ma petite auto. Comme ça n'est pas très pratique, j'ai fixé un élastique pour tenir mon beau chapeau. Je le mets tout droit, mon beau chapeau, lorsque j'appelle ma dactylo. Tout en dictant mon courrier, je peux quand même l'embrasser sans quitter mon beau chapeau. J'ai mis au fond de mon chapeau le nom de ma rue, le numéro. Comme ça, quand je prends une cuite et que j'oublie où j'habite, j'ai qu'à lire dans mon chapeau. Le seul malheur, c'est qu'une nuit, alors que j'étais un tout petit peu gris, on a changé à mon insu le nom et le numéro de ma rue. Moi je me suis fié à mon chapeau. Il y a des gamins raciste. Si on va au dîner du CRIF, c'est que on reçoit des ordres, qu'on reçoit des conseils, qu'on reçoit des injonctions de la part des institutions juives. Est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire, Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Vous savez ce qu'a dit... Alors, ce soir, au dîner du CRIF, il y aura Nicolas Sarkozy, il y aura François Hollande. En cette année de présidentielle, c'est un passage obligé ? C'est un passage obligé pour ceux qui pensent qu'ils ont la possibilité d'accéder au pouvoir ou d'être réélus, encore que Nicolas Sarkozy. Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française.
merci d'être avec nous. Et Janet Bougrab, bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai avec moi Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Mais on a encore beaucoup d'invités. Voilà, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde ce soir. On imagine pourquoi à 3 mois de la présidentielle. Michel Lemarre qui vient d'arriver ici avec Roselyne Bachelot. Bonsoir, Madame la Ministre. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Mesures de sécurité renforcées, plusieurs centaines de militants pro-État hébreu affluent en fin d'après-midi. Il faut montrer patte blanche. Rien ne doit perturber le meeting de soutien à Israël des parlementaires français. À la tribune, le socialiste Jean-Marie Le Guen l'affirme haut et fort. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, depuis sa création, ce miracle, disais-je, a étonné le monde. Et ce que nous voulons, c'est rassurer les dirigeants israéliens. Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. C'est justement parce que toute mon histoire, ça a été d'être proche d'Israël. Je voudrais dire que toute ma vie politique, vous le savez, j'ai défendu Israël. Vous avez pu le voir, de nombreuses personnalités, des membres du gouvernement, de l'opposition, François Hollande, à notre micro, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, ils sont tous venus ce soir. Rendez-vous incontournable pour la vie politique française. Bonsoir Xavier Bertrand. J'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Je vais vous démontrer comment le CRIF, hier, a baisé Macron. Et Macron, il le sait, qu'il s'est fait baiser par le CRIF. Avant d'aller plus loin dans les explications, on va d'abord voir ce qu'est le CRIF. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Regardez bien cette prise d'écran. Nous voyons bien le président du CRIF, notre président Macron, et là, ils se tiennent la main. Sur BFM, c'est tout ce que vous aurez comme image. Je ne vais pas vous défiler avant, on ne voit que ça, j'ai regardé, on ne voit que cette partie. Maintenant, je vous fais voir ça. Est-ce que vous avez vu quelque chose en particulier? Ou alors c'est moi qui déjante. Ok? Regardez, je vous repasse la vidéo, ensuite on la décrypte. Vous avez tous vu, comme moi, cette histoire de poussière sur le col de Macron. On a tous vu Trump tirer Macron par la main. Mais cet acte que fait Trump vis-à-vis de Macron, c'est d'égal à égal, si vous voyez où je veux en venir. On passe au décryptage. Il y a un truc que je disais lors de mes premières vidéos en ce qui concernait Macron. Je me suis dit, ce mec-là, il sera l'agneau sacrifié des gens qui l'ont mis en place. Et aujourd'hui, on voit cette mise en place. Car l'orgueil et la vanité, comme je l'ai dit également, ce sont les deux mamelles qui mènent à la décadence. Maintenant, on va partir dans le décryptage en détail, image par image. Nous voyons M. Macron à côté du président du CRIF. Le président du CRIF change de main. Il attrape la main du président. On n'est plus de égal à égal. Quand même, lui, c'est le président d'une association. Lui, c'est le président de la République. On n'est pas sous l'effet Trump, comme je viens juste de vous le démontrer. Là, le mec, il prend, parce qu'il lui serrait la main juste avant. Donc, il prend la main de Macron, regardez bien, et il lève le bras de Macron. Macron, là, ne sait pas qu'il est dans la merde. À ce moment-là, il ne le sait pas. Regardez bien. Là, il discerne quelque chose, Macron. Et regardez le président du CRIF. Avec quelle vanité il présente son trophée Macron du bout des bras.
c'est le président du CRIF qui tient en trophée Macron à ses côtés. Ce n'est pas l'inverse. On voit bien que c'est le président du CRIF qui manipule Macron. On continue. Regardez bien le visage de Macron. Là, il redescend son bras, mais le président du CRIF, hop, veut maintenir le bras de Macron en l'air, mais là, Macron se rend compte qu'il ne peut pas le descendre. Là, le président du CRIF voit bien. Là, le président du CRIF, il veut maintenir le bras du président en l'air le plus possible pour le maintenir comme un trophée. Macron se dit, putain, je suis dans la merde. Regardez, on continue. Regardez sa déconfiture, sa mine déconfite. Il se rend compte qu'il n'a plus la main sur son bras. Regardez, ce geste est important. Le CRIF tient le président. Ce n'est pas le président qui maintient le CRIF. Le président est manipulé. Nous avons la preuve de la manipulation de forces extérieures à la France en train de manipuler la France. Ceci est le signe véridique que le président français n'a aucun pouvoir. Et là, Macron, il s'en rend compte. On continue. Ils sont en train de se dire... Il veut baisser sa main, mais l'autre l'empêche de baisser sa main. Qu'est-ce qu'il va le faire? Il va le maintenir juste à hauteur d'épaule pour garder. Regardez bien son visage en dit beaucoup. Il est en train de dire, je me fais baiser la gueule, il y a des téléobjectifs, je suis sacrifié, tout le monde va voir ce qu'il est en train de faire de moi. C'est lui qui brandit Macron, putain de bordel de merde. Macron est en train de se faire baiser. Là, maintenant, Macron, il sait qu'il est le pantin d'hommes manipulateurs. Oui, mais... Monsieur mon père, et on voudrait savoir un truc. Vous êtes les deux petits juifs, c'est ça? Ouais, est-ce que les juifs, ils vont en enfer? Mon jeune ami, tu peux être sûr d'une chose, car c'est dans l'évangile selon saint Matthieu. Quand tu mourras, tu te retrouveras devant Dieu et il dira « Éloigne-toi de moi, je te maudis, tu appartiens désormais au royaume de Lucifer. » Oui, en tant que juif, tu iras en enfer, aucun doute. Oh non! C'est une marionnette pour moi qui a été mise au pouvoir. Oui, la Marseillaise a été entonnée un peu partout en France lors de ces rassemblements justement pour la lutte contre l'antisémitisme. D'abord, quand on est arrivé, on s'est dit bon, il y a beaucoup de monde. Alors, quand on Comment regarde c'était à la place de la République, quand on oui. regarde attentivement les choses, les gens étaient parqués, j'aime pas le mot, étaient repoussés, j'allais dire, derrière des barrières sur les côtés de la place de la République, qui étaient à proprement parler, dont le cœur était inaccessible. Alors voilà les amis, je vais vous montrer quand même l'envers du décor, pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé ce soir ici. Donc vous voyez, vous avez des barrières devant la place de la République, des barrières derrière, les gens donc étaient en fait derrière les barrières. Donc je sais pas, on va vous dire sûrement que c'était noir de monde, etc. Mais en fait, les gens étaient conviés au spectacle des élus qui faisaient des discours. Donc beaucoup de gens qui râlaient. Et en fait, voilà, donc il y avait un peu de monde à la télé là, de l'autre côté de la place, vous voyez, la place de la République. Les barrières devant, donc les gens, donc les CRS et quelques policiers étaient là, on faisait passer les élus. Les gens étaient derrière ces autres barrières. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est tout à fait étonnant, on va dire.
Mais les gens ne sont pas dupes ici même. Ils disent pourquoi on est venu. C'est plutôt pour les élus. On n'a pas bien compris pourquoi on était là. Alors ils savent pourquoi ils sont là, parce que beaucoup disent l'antisémitisme ça suffit, le vivre ensemble, etc. Ils ont chanté la Marseillaise aussi. Et donc voilà, mais ils auraient bien aimé participer. Et quand j'ai posé des questions à tout le monde, j'aurais parlé un peu d'islamisme. Ils sont assez discrets sur le sujet. Les choses ont du mal à être nommées, je veux dire. Et voilà, vous voyez, ça s'est vidé. Tout était organisé, en fait, je pense, par le Parti Socialiste, puisque il y avait des affichettes qui étaient données à tout le monde, hashtag non à la haine, non à l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, mais l'affaire de la nation. Donc, mais les gens étaient priés de rester derrière les barrières et d'écouter les élus, qu'ils n'ont même pas pu entendre, en fait, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le son était très faible, en tout cas fait pour les chaînes de télé, pour les médias, et pas du tout pour les gens. Donc c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Vous voyez, ça s'est vidé en 3 minutes, quoi. Voilà. Deuxième donnée, alors j'ai essayé de passer, on m'a dit non, vous pouvez pas, etc. J'ai dit mais pourquoi? On m'a dit là, ce sont les élus qui passent. Et petit à petit, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des barrières d'un côté, des barrières de l'autre, un périmètre de sécurité entre les côtés de la place et le cœur de la place. Et en fait, des politiques qui venaient, c'était organisé évidemment par le Parti Socialiste, qui avait tout bien organisé, qui distribuait des tracts bien imprimés, non à la haine avec des hashtags, etc. Et en fait, les gens étaient là un peu conviés au spectacle, un spectacle qu'ils n'ont pas vu, pas entendu, parce qu'à un moment, en fait, on entendait des applaudissements. Tout le monde pensait on n'entendait pas les poèmes, par exemple. On n'entendait rien. Abdelmalik, le rabbin Orvilleux, écoutez, tout ça. Moi, j'ai fait une erreur dans la relation que j'ai pu en faire en live. J'ai dit, écoutez, les politiques, et tout le monde pensait ça, se font applaudir. Oui. En réalité, j'ai vu un tweet d'un élu Europe Écologie Les Verts qui m'a dit non, c'est pas les élus qui ont parlé, ce sont des collégiens, des adolescents qui disaient des poèmes. Ouais. Et on n'entendait rien. On n'entendait rien, on ne voyait rien, on ne savait même pas ce qui se passait. Les gens étaient un peu pris pour des idiots. Ils le disaient eux-mêmes avec de la retenue parce que pas tous d'ailleurs, mais ils étaient pris entre ce sentiment de gravité parce que ce qui se joue est effectivement important et cette quand même mise en scène tout à fait théâtralisée de cette pseudo-réaction à l'antisémitisme. Bon, voilà. Donc, les gens étaient là, et c'est là où je veux vraiment faire la part des choses, de façon sincère. Et il y avait aussi des gens très politisés, beaucoup de gens de l'AREM et du Parti Socialiste. J'en ai vu, j'ai discuté avec eux. La République En Marche et le Parti Socialiste, oui, d'accord. On voit que ça fonctionne bien ensemble, j'allais dire. Et effectivement, quand on regarde La République En Marche, c'est quand même le recyclage. Je ne veux pas faire de la politique. Un certain nombre de hiérarques. Je ne sais plus quelle télévision disait on est dans le carré VIP. Elle a même employé cette expression qui a fait un peu sursauter, comme s'il y avait un carré VIP. Ben c'est ça, en fait. Vous étiez il y avait le carré VIP avec tous les élus, la moitié du gouvernement, des élus de tous bords, sauf évidemment du Rassemblement National. PD ça me rajeunit. Ce qui permet ensuite d'instrumentaliser les peurs, de dire écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Eux, ils sont fascistes, donc on les invite pas. Et après, on dit, vous avez, ils étaient pas là parce qu'ils sont fascistes, ils sont pas venus. Marie-Jeanne, la Marie-Ju, la Marie-Juana. Je ne dirai rien. Les gens ont tellement peur qu'ils n'osent même pas nommer les noms, nommer la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai posé la question à beaucoup de gens, vous le retrouverez sur mes Facebook Live, rien n'est secret, tout est transparent.
en disant on a mis en faute, en exergue les Gilets jaunes, en disant, vous avez vu Bernard-Henri Lévy qui dit ce n'est pas la marche du mouvement, c'est le cœur des Gilets jaunes. Il a dit l'antisémitisme est au cœur des Gilets jaunes. C'est pas la première bêtise. Ce qui est une stupidité, c'est qui est une saloperie. Je pèse mes mots. Une stupidité et une saloperie. Parce que les gens que j'ai interviewés qui étaient là, ils le disent, mais il n'y a pas plus d'antisémitisme chez les Gilets jaunes qu'ailleurs. Ils sont très mesurés. Les gens qui étaient là étaient très mesurés. Ils sont très lucides. Ils sont venus convoqués par les partis politiques et ils ont eu un sentiment quand même d'être un peu manipulés, j'ose le mot. D'être un peu conviés. Ah oui, vous avez senti ça. Ils sont pas dupes, les gens, si vous voulez. Il y a beaucoup de personnes, de citoyens qui étaient là en disant, ben oui, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pu comprendre ce qui se passait? Vous avez pu voir? Vous avez pu entendre? Tout le monde m'a dit non. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Donc on a fait des images pour les chaînes de télévision. Hein, on dit à 20 000 personnes, moi j'ai pas compté, mais je vous dis, les gens étaient surtout sur les abords, peu importe. Enfin, on avait une place de la République boulevard de monde, mais enfin voilà. Bon, les Françaises et les Français ne peuvent pas cautionner ce qui est devenu ce mouvement, un mouvement antisémite. Réaction Sophie Tissier. Ah mais il raconte n'importe quoi. Il est vraiment, excusez-moi du mot, mais monsieur, pour moi, c'est un bouffon. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autres mots parce que déjà, il répète, il mélange tout ce qu'il a entendu des autres ministres et du gouvernement. Il est là, ceux qui sont à la tête sont antisémites, mais pas du tout. On dit absolument l'inverse.
absolument tout ce que je fais et dis depuis 15 ans correspond à ce que je pense et vise à éviter, faire disparaître toutes les formes de domination et de tyrannie, et de domination même. C'est-à-dire que toute ma pensée, tous mes efforts, absolument tout ce que j'écris et produis, et quand je pousse les gens à écrire eux-mêmes les règles qui vont leur permettre de se défendre, tout ce que je fais vise à éviter la domination. Ça devrait, normalement, quand même, ça devrait vous servir pour savoir qui je suis, de savoir ce que je dis et ce que je fais et ce que j'écris. Alors, sur cette personne dont vous parlez, dont je ne parle jamais. J'en ai parlé une fois dans ma vie, et depuis, ça tourne en boucle comme si j'en parlais tous les jours. C'est pas vrai, j'en parle jamais. C'est vous qui en faites la publicité. Je ne sais pas si vous payez pour ça ou si c'est bénévole. C'est une blague, hein, je sais bien que... Mais bon, les journaux, en tout cas, je ne sais pas s'ils le font pour de l'argent ou s'ils le font bénévolement, mais c'est eux qui font la promotion de ce qu'ils prétendent combattre. Je répète, c'est eux, je ne parle pas de vous, mais les journaux qui disent tous les jours que je suis soralien, mais d'où ça vient ? C'est eux qui font la promotion de ce qu'ils prétendent combattre. Et sur le fond des choses, tout ce que je dis est au rebours de ce que vous dénoncez. Vous avez raison, moi aussi, je condamne, et du fond du cœur, le racisme sous toutes ses formes. Je déteste le racisme, c'est une plaie. Mais si tu veux, quand je... Enfin, c'est une question de méthode. Je me dis, et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir raison là-dessus. Je me dis, quand je traite quelqu'un de raciste, je dis, toi, tu es un raciste, tu es un fasciste, tu es un... Je pense que ça n'a pas l'effet de le rendre meilleur. Il me semble. Par contre, si j'essaye de comprendre pourquoi il est comme ça, et que je trouve une des causes, alors je ne les trouverai pas toutes, parce que c'est multifactoriel, mais si je trouve une des causes et que j'arrive à lui expliquer, parce que je ne l'ai pas agressé, parce que pour moi c'est quelqu'un qui est raciste, c'est pas sa nature, c'est son opinion. Il peut changer d'avis. Et le rôle de la politique, c'est ça, c'est de nous parler entre nous pour changer d'avis. Essayer de se tromper le moins possible. Si j'arrive à le rendre moins raciste, avoir moins d'idées racistes, il me semble que j'ai réussi quelque chose de mieux que si je le combats comme si c'était quoi. Si vous voulez, j'ai l'impression que, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ceux qui pourchassent les racistes pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont racistes, mais il faut que tu reprennes le micro pour me dire si j'exagère, mais je trouve que dire que quelqu'un est raciste, au lieu de dire qu'il a des propos racistes, des pensées racistes ou des actions racistes, mais de dire quelqu'un qu'il est raciste, ça le réduit à son opinion du moment, ça l'essentialise, ça fait de lui, ça fait de ses opinions du moment leur nature. Est-ce que j'exagère quand je dis que c'est raciste de faire ça ? Alors, c'est une pensée raciste de faire comme si celui qui est raciste aujourd'hui le sera toujours. Alors, il me semble que moi je suis prof, donc je passe mon temps à me donner du mal pour que les gens, en l'occurrence les enfants, les étudiants, s'améliorent et se trompent de moins en moins. Et je fais la même chose pour moi, j'essaye de me tromper de moins en moins. Mais la façon dont les antifas, dont je me sens très proche sur les objectifs, mes objectifs sont antifascistes. Je crois que je le prouve tous les jours, tout le temps. Je lutte contre la domination, à ma façon. Je pense que nous devrions être tous
Et quand je dis tous les êtres humains. Et je ne me permets pas de dire, lui, il n'est pas digne de faire de la politique, lui, il ne faut pas lui parler. Pourquoi il ne faut pas lui parler? C'est pas un être humain? Si, il faut lui parler. Il a des pensées dangereuses. Ok, il a des pensées dangereuses. À mon avis, Paul, s'il a des pensées dangereuses, il faut les prendre à bras-le-corps. Il faut démontrer publiquement qu'elles sont dangereuses. Pourquoi le racisme est dangereux? Et si tu veux, il me semble que quand un enfant, et je pense à mes enfants, mais à tous les enfants, mais quand un enfant, dans un hall d'immeuble, voit débouler des idées racistes, des idées sommaires, mauvaises, caricaturales, cherchant un bouc émissaire, et nous les humains, nous n'attendons que ça. Hein. On a une tendance tous à simplifier les choses et à chercher les boucs émissaires, c'est plus simple. Donc, quand un enfant voit arriver ces pensées-là dans son hall d'immeuble, il est très fragile s'il n'a pas vu à la télé, dans les journaux, le débat public où sont confrontées les idées racistes et les idées antiracistes. Il n'a jamais vu exprimer des racistes et leur démontage rationnel, puissant. Il se retrouve, sans avoir vu cette controverse, il se retrouve face à des racistes qui n'ont aucune peine à le convaincre. Il n'a pas l'argumentation pour répondre. Parce que le spectacle de la démonstration de la dangerosité, de l'antisémitisme, du racisme, de l'homophobie, la démonstration n'a pas été produite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en hystérisant nos positions, en s'en prenant au messager au lieu de s'en prendre au message, en faisant des pensées interdites qu'on ne peut plus même exprimer, on ne met plus en scène la contradiction. Mais cette mise en scène, alors qu'elle est nécessaire pour que les jeunes gens, mais même les adultes, comprennent les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'on est raciste? Celui qui est raciste va le montrer. On va comprendre pourquoi il est en train de devenir raciste. Mais ceux qui sont contre le racisme, qui à mon avis évidemment ont des arguments bien plus forts, vont démontrer publiquement et à répétition plusieurs fois, vont montrer que ces idées sont pas seulement indignes, mais néfastes, dangereuses, contre-productives. Et cette démonstration publique sera bien plus puissante que, à mon avis, c'est l'idée démocratique, mettre en scène les conflits pour apaiser la société. Bien plus puissante que le combat antifasciste qui consiste à aller leur taper dessus. Excuse-moi, mais il me semble qu'aller leur taper dessus, ça ne fonctionne pas. Ils se radicalisent, ils deviennent ultra-violents, et vous êtes comme conduits à devenir vous aussi ultra-violents. Il y a une espèce d'escalade de la violence avec un oubli de la politique. Quand on fait ça, on a renoncé à faire de la politique. Si tu veux, peut-être que je me trompe, et peut-être que c'est votre méthode à vous qui est la bonne, et que c'est comme ça que vous viendrez à bout du fascisme, et que moi, ma méthode n'est pas bonne. Peut-être. Mais ça ne fait pas de moi un criminel. Je veux dire, enfin, c'est déconnant. Me traiter de crypto-fasciste ou complice avec le fascisme, alors que je passe mon temps à me bagarrer contre. Il s'évade de l'existence, mort-vivant, halluciné. Ils s'en vont vers l'inconscience, lent suicide organisé. Paradis des joies faciles où s'abriteront leurs peurs. Ils font avorter la vie, lui trouvant peu de saveur. Ils renoncent au génie, au savoir, à l'invention. Ils refusent la poésie du soleil et des saisons. S'ils reviennent de leur voyage